Bonjour, je suis Naomi Ngor de la chaîne YouTube Beta Sangor. Qui décide de qui est woke ou pas? Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 21 ans. Parce que je pense pas qu'on puisse effacer les erreurs ni effacer les choses du passé. Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis animatrice chez Tarmac. Lorsqu'il y a un scandale qui éclate sur une personne, la présomption d'innocence, elle n'existe pas, c'est théorique, c'est totalement théorique. Moi, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans et je suis spécialiste des identités afrodescendantes. Les personnes noires, les personnes maghrébines, les femmes voilées, c'est elles qui sont vraiment invisibilisées, c'est elles qui sont vraiment comme celles. La cancel culture est une pratique née aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation les individus ou les groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. Je pense que cette définition, comme à peu près toute chose, c'était l'idéologie de base, c'était vraiment, comment dire ça, l'objectif, mais ce qui se passe dans la réalité, c'est pas ça en fait. Même dans la définition, le mot problématique me dérange en fait. Parce que problématique par rapport à qui et par rapport à quoi? On va dire c'est nos États-Unis, dans le contexte des États-Unis est un contexte particulier. Ici, dans notre contexte, on l'applique, mais de façon limite, sans aucun sens en fait. Moi, je trouve qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est une définition Wikipédia, tu vois. Je pense pas que c'est si représentatif de la réalité de vraiment ce qui se passe et que je pense qu'il faut comprendre la cancel culture autrement. La cancel culture, en fait, c'est un mouvement social, anarchiste, certes, imparfait, oui, mais utile. Et je suis pas d'accord avec toi quand tu dis oui, aux États-Unis, c'est un autre contexte, etc. Des mouvements sociaux comme Black Lives Matter, comme le mouvement MeToo, met en évidence réellement qu'il y a des injustices sociales, il y a des réalités de notre société, la société patriarcale, le racisme systémique, c'est quelque chose qui est vraiment partagé et du coup qui se trouve dans les quatre coins du globe. Et donc ça montre à quel point la cancel culture c'est vraiment pertinent parce que pour moi, à mes yeux, c'est vraiment de voir des gens qui se réunissent en fait et qui sont d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut en parler, tu vois, et qu'il faut faire changer les mentalités. Moi, je suis d'accord avec le fait de dénoncer le sexisme, le racisme, ça je suis entièrement d'accord parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les choses évoluent, il y a une prise de conscience et il faut justement pouvoir dialoguer sur ces choses-là. Mais le dialogue est très important et donc dénoncer, je suis d'accord, mais effacer, en fait c'est même le terme cancel qui me gêne. Parce que je pense pas qu'on puisse effacer les erreurs ni effacer les choses du passé ou vouloir réinterpréter l'histoire avec une lentille du présent. Donc, moi j'appelle ça la génération TikTok, c'est un peu après nous. Là d'ailleurs, ils veulent cancel Eminem par rapport à des textes qu'il a écrits. Par exemple dans Love the Way You Lie, il utilise une phrase qui glorifie un peu l'amour toxique. Faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas conscience de tout ça. C'était normal. Tu peux pas maintenant vouloir réécrire le passé en fonction de ce que tu réputes correct dans le présent. Si tu n'acceptes pas qu'il y a eu des erreurs, tu peux pas faire mieux dans le présent. Et le fait de cancel, en fait, c'est ça qui me gêne parce que le cancelling empêche le dialogue. Parce que si tu mets une censure directe, si tu engueules direct la personne qui fait une erreur, qui n'est pas assez woke, tu lui donnes pas la possibilité d'émettre ses objections et justement de pouvoir même changer. Tu as un truc très polarisé où tu as d'un côté les gens très woke et de l'autre les gens qui disent mais on peut plus rien dire. Il y a toujours les mêmes catégories en fait qui sont opprimées. Et c'est pour ça que par exemple la manière dont toi tu définis la scène de l'expression, tu vois, pour moi c'est pas comme tu l'as dit, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut créer un dialogue, etc. Je pense que c'est un fantasme, tu vois, genre dans le sens que pour moi la manière dont la parole elle est vraiment distribuée ici au sein de cette société, il y a un rapport dominant-dominé. Et aujourd'hui même la question où on peut se dire mais qui est vraiment cancel, pour moi c'est vraiment les opprimés, les catégories subalternes. Qui je cible spécifiquement? C'est les personnes racisées, les personnes noires, les personnes maghrébines, les femmes voilées, c'est elles qui sont vraiment invisibilisées, c'est elles qui sont vraiment cancel. Pour moi la manière dont je vois justement ces sphères d'expression, c'est les dominants. C'est-à-dire que les dominants, eux, ils comprennent les codes, ils connaissent les codes politiques, ils connaissent les codes de l'expression, de la manière dont ils peuvent s'exprimer en fait. Et donc, grâce à ça, le fait justement qu'il n'ait pas la maîtrise des réseaux à cause de la cancel culture, tu vois, en fait, ça commence à déséquilibrer, tu vois, l'espace d'expression, tu vois. Alors qu'avec le fait qu'ils avaient des codes, en fait, ils pouvaient maintenir un certain statu quo. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut un espace où ces gens-là puissent s'exprimer et qu'il faut une meilleure représentation par rapport à la télé, à la radio. Il faudrait des gens de milieux, de classes ou d'ethnicités différentes justement pour faire cette variabilité et pour avoir un dialogue varié tout simplement. Par exemple, MeToo, ce que ça a fait, c'est incroyable. Moi, je suis carrément pour. Les progrès qu'on a aujourd'hui, même par rapport à la prise de conscience des violences sexuelles et sexistes, ça serait jamais arrivé aussi vite s'il n'y avait pas eu les réseaux, s'il n'y avait pas eu MeToo. Black Lives Matter, pareil.
quand tu as en face de toi quelqu'un qui pense d'une façon complètement différente, moi je pense qu'il faut sensibiliser et éduquer plutôt que vouloir brusquer. Parce que la personne déjà elle est braquée, elle ne croit pas dans ce que tu dis. Donc si toi tu la matraques et tu la dead, elle va encore moins écouter. Et le problème c'est que tu vas former des groupes de gens frustrés qui sont censurés, qui ne peuvent plus s'exprimer. Et le jour où ces gens-là peuvent voter, et qu'il y a un candidat populiste à l'élection, ils vont voter pour Trump, ils vont voter pour Salvini, ils vont voter pour Le Pen, parce que ces gens-là vont donner voix à leurs frustrations qu'ils n'ont pas pu mettre en avant. Ils n'ont pas pu en parler pour changer d'avis même, tu vois. Quand on veut faire boycotter quelqu'un à cause d'anciens tweets, paroles ou actes problématiques, on nie la capacité de l'être humain d'évoluer au fil des années. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. Je suis très d'accord. Twitter, pour moi, c'est un des nouveaux poisons. Parce que Twitter, c'est un endroit, en fait, où on creuse. On creuse dans ton passé. Qui, ici, aujourd'hui, peut dire qu'il pensait exactement la même chose qu'il y a 10 ans? Je me souviens quand j'avais 14-15 ans à l'époque, il y a des choses que maintenant, même quand je me souviens, je me dis, comment j'ai pu penser à ça? Peut-être on n'a pas tweeté là-dessus. Peut-être c'est resté dans notre cercle familial, dans notre cercle amical. Donc, ce qui fait que quand on va évoluer, il n'y aura pas de preuves là-dessus. Le problème avec Internet, c'est qu'Internet n'oublie rien. Quelqu'un a tweeté, par exemple, qu'il avait 14 ans. Quelque chose où il y avait une influence ou une certaine chose. On va remonter. Et à l'époque, il pensait ci, ou à l'époque, il pensait ça. On doit le cancel. Oublier ses concerts, oublier ceci, oublier c'est ça. Ça va servir, ça va enlever quoi dans ce qu'il pensait là maintenant, à l'époque. On ne donne même plus la chance aux gens de pouvoir changer d'avis. Et après, tu vois des gens devoir s'excuser pour des choses qu'ils ne pensent même plus maintenant. Et parfois, même leurs excuses ne sont même pas sincères. Parce que maintenant, il y a deux discours. Il y a le discours où les gens n'arrivent plus à penser ce qu'ils veulent sincèrement. Maintenant, on devient tous... Non, je suis désolée, on fait partie... Non, non, non. J'ai une expression bizarre, je m'a dit non. Je peux respirer. Respire, ma soeur. Mais tu n'as plus le droit, en fait, de dire réellement ce que tu penses. Parce que les gens n'acceptent pas la contradiction. Nous, ici, on a un débat où on n'est pas d'accord. Il y a des gens, tu n'es pas d'accord avec eux, ils te disent que... Parce qu'ils pensent que leur façon de penser, c'est la façon juste, la façon bonne. Toi, tu ne penses pas comme ça, c'est que tu es quelqu'un de mauvais. Et au lieu de t'attaquer maintenant sur tes arguments, parce qu'un être humain peut avoir plusieurs arguments, sur des opinions différentes sur plusieurs choses. Un être humain n'est pas une opinion. Et puis, on va creuser des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, jusqu'à faire perdre son boulot à quelqu'un pour un avis qu'il a eu sur un truc qui n'avait rien à voir dans le domaine, en fait. Donc, maintenant, quand tu es sur les réseaux, tu dois être lisse. Moi, je trouve qu'on est une société de schizophrènes. On a tous une double personnalité pour beaucoup. Il y a ce que nous sommes pour beaucoup dans notre intimité. Il y a ce qu'on est obligé pour beaucoup d'être. C'est pas tout le monde. Peut-être nous, certains d'entre nous, on arrive à assumer ce que nous sommes. Mais pour beaucoup, il y a une pression sociale, tu te rends même pas compte. Enfin, moi, dans mon expérience, parce que du coup, je connais beaucoup de Blancs, et c'est vrai que c'est un monde un peu marécageux maintenant pour les Blancs de s'exprimer. Par rapport au racisme, les hommes par rapport au sexisme, ils sont très très facilement cancelled parce qu'en étant justement les privilégiés et les dominants, publiquement cancelled. Je parle pas du fait de ce que tu as dit avant, je suis complètement d'accord avec le fait que dans le débat public... tu vois, genre... Non, mais dans le débat public, il y a plus de... Vous avez moins de place, et ça, je suis d'accord. Mais tu vois, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'oseraient jamais dire certaines choses en public parce qu'ils savent qu'ils vont être réprimandés, ils vont être virés. Tu es dans une boîte, tu as une ligne de pensée auquel tu dois adhérer, point. Tu n'as pas la place pour émettre quelconque contrariété par rapport à l'idée commune parce que tu n'as pas le droit. Mais je comprends ce qu'elle veut dire parce que moi je vis la même chose parfois. Par exemple, en tant que personnage public qui travaille chez Tarmac, on a une ligne éditoriale qui est bienveillante et avec laquelle je suis totalement en accord. Pour autant, pour moi la bienveillance a ses limites. Et donc parfois, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord sur certaines questions. Et j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne personnelle par rapport à, par exemple, la transidentité, enfin le transactivisme plutôt. Dès que je fais des vidéos sur ma chaîne, elles remontent systématiquement chez Tarmac parce que les gens me ciblent, envoient des messages à Tarmac pour me faire virer parce qu'ils considèrent que ce que je dis est problématique. Pour moi, il y a une différence entre des paroles et des actes. Et c'est-à-dire que moi, je juge les actes. Par exemple, il y a des actes pour moi qui sont pas possibles. Je sais pas, tout ce qui est viol, même si c'était il y a 10 ans, je m'en fiche en fait. Ouais. Donc pour moi, les actes ou même vraiment des paroles qui ont été répétées dans le passé et qui sont vraiment l'expression d'une mentalité
que tu as sûrement encore, tu vois. Enfin, quand c'est très répété dans le passé et que tu avais déjà un âge, on va dire, assez mature, pour moi, c'est quand même significatif. Et donc oui, des paroles et des actes du passé, pour moi, peuvent faire que je me dise, ok, il est comme ça, je vais le boycotter, parce que personnellement, j'ai pas envie de soutenir son contenu ou de soutenir qui il est. Par contre, des paroles, moi, quand je prends des paroles de tweets, je vais toujours prendre en compte le contexte. Bien sûr. Je vais toujours prendre en compte la mentalité de l'époque. Par exemple, le truc de Taïsi qu'il avait dit, je sais plus trop quoi, à cette époque-là, ça choquait personne de dire le mot niafou. À cette époque-là, en 2000, je sais pas combien, je sais plus, 13, ça choquait pas les gens, tu vois. Donc, c'est pas ça que je vais forcément me prendre en compte. Je vais toujours me dire, ok, le contexte de l'époque, quel était-il? Est-ce que par rapport au contexte de l'époque, est-ce qu'il était vraiment déjà même problématique à cette époque-là pour les gens de l'époque? Mais je vais aussi prendre en compte, est-ce que maintenant, ce qu'il dit, est-ce qu'il le contredit parce qu'il a évolué? Si je vois, par exemple, qu'il le contredit pas, je peux penser que du coup sa mentalité reste la même, tu vois. Mais si par exemple il l'a contredit à maintes reprises, il a expliqué à maintes reprises que c'était un terme problématique, par exemple le mot niafou, je vais pas commencer à dire hey, en 2012 t'as dit ça, mais en fait, un truc, les gens doivent comprendre dans la cancel culture que la cancel culture, comme je disais, c'est pluridimensionnel. Elle se met dans une dimension politique vraiment collective et aussi individuelle. Et j'ai l'impression que dans ce discours-là, vous essentialisez la cancel culture, des dérives où vraiment ça partait en cyberharcèlement, etc. Tu vois. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand, par exemple, tu dis la cancel culture, c'est pas pédagogique. Je peux prendre, par exemple, mon propre exemple. Avant, j'avais vraiment le racisme anti-asiatique vraiment facile, tu vois. Et justement, le fait qu'on pointe du doigt certaines choses, comme Kev Adams, par exemple, qui fait des actions sur scène, comme Gad Elmaleh, etc., ça m'a poussé à me remettre en question en me disant, ah ouais, ok. Et je pense que même pour beaucoup de personnes, ça commençait vraiment à visibiliser les problématiques. De plus, ce que je n'aime pas aussi, c'est que la manière dont vous parlez, en fait, des gens qui font de la cancel culture, vous parlez comme si c'était des dynamiques de groupe, comme si en fait dans les catégories opprimées qui s'expriment à travers ça n'avaient pas intellectualiser leurs problèmes en fait. Et donc quelque part, je pense que ça fait aussi un écho, un mépris intellectuel. Je termine s'il te plaît. Et je pense justement, certes que ça va dans tous les sens, mais il faut comprendre que la cancel culture, ça attaque plein de personnes en fait. Ça attaque la petite rappeuse qui va tenir des propos racistes. Ça attaque par exemple l'affaire Boltanski. Ça attaque Léopold II. Et prenons par exemple la figure d'Hitler. Si Hitler aujourd'hui, il avait été sur Twitter, il aurait été dans la sauce. Et heureusement en fait qu'il y a des personnes qui se disent non, il faut cancel. Non, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on dise qu'on n'est pas d'accord en fait. Parce que justement, le but de la cancel culture, c'est de prendre des personnes emblématiques dont on ne questionnait pas justement leurs actions, justement, pour pouvoir visibiliser en fait certaines injustices sociales, tu vois. Justement, comme je disais, j'avais le racisme anti-asiatique facile et qu'on déterre dans mon passé certains trucs, tu vois. J'aurais bien voulu justement qu'on contextualise ma situation, mais je vais accepter, je vais m'excuser, je vais dire ok, j'ai changé, maintenant j'ai conscientisé, tu vois ce que je veux dire. La manière dont vous comprenez pas la cancel culture, j'ai l'impression, c'est qu'encore une fois, elle est pluridimensionnelle, tu vois. Genre par exemple, le fait qu'on cible des affaires comme Boltanski, tu vois, etc. Tu vois. Polanski, pardon, parce qu'à chaque fois je dis Boltanski, parce que c'est un sociologue, excusez-moi. Pardon, merci de me corriger. Le fait qu'on cible cette affaire-là, tu vois. Le fait qu'on cible cette affaire-là, c'est pas grave si tu vas encore regarder des films qui se sont passés par le passé, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, le passé, on s'en fout, mais on se comporte comme si on pouvait pas contrôler le futur, tu vois. Moi, je trouve ça hypocrite parce que ça cible exactement quel type de personne. Voilà Polanski. Des dominants? Non, c'est que je dis, voilà Polanski. Ce qui me fait avec les gens et Polanski, c'est que vous allez crier comme vous voulez. Tant qu'il sera encore utile, on va jamais le jeter. Tant qu'il sera encore utile, il est protégé. Lorsque je disais que je prenais en contexte l'époque, par exemple, oui, je peux reprendre en contexte l'époque sur Tadi Niafou, mais reprendre en contexte l'époque par rapport à Hitler ou Léopold II, pour moi, peu importe le contexte, couper des mains, réduire des gens en esclavage, la cruauté, pour moi, c'est quelque chose d'universel et qu'à toute époque, on sait que c'est mal c'est des êtres humains devant toi, tu vois. Enfin, et même à l'époque, tu avais des voix qui s'élevaient. On le cachait aux gens, c'est pas pour rien qu'on le cachait aux gens, c'est parce qu'ils savaient très bien que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. Ils disaient pas aux gens, oui, on coupe des mains là-bas et ça se passe très bien, oui, on les réduit en esclavage et ça se passe très bien. Parce que moi, il y a des gens qui me font trop rire. Si on décide de cancel, la plupart des choses qui étaient très acceptées à une époque, qui ne l'est plus maintenant, il faut tout effacer. Il faut tout effacer. Il faut absolument tout effacer parce que le régime nazi a fait énormément avancer la médecine et la science occidentale. Je suis désolée. Je suis désolée. Si c'est que vous décidez que ces gens-là ne doivent plus exister, vous bafouez tout ça. C'est pas ça. C'est grâce. Non, mais je suis en train de dire, c'est une réalité. Parce qu'on va pas effacer. On va pas dire, ok, on oublie le régime, ça n'a jamais existé. On efface ça de l'histoire.
Maintenant, on fait comme si tout ce qu'on avait aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut dire, oui, c'est en tuant des gens que cette chose est venue. Oui, c'est en faisant du mal que cette chose est venue. Oui, maintenant, on sait que ces choses ne sont pas bien. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert, qui ont pu témoigner, qui sont battus pour ça. Aujourd'hui, maintenant, nous, on ne veut plus faire ça. Il y a d'autres moyens de faire. Mais faire comme si on ferme la politique de l'autruche, ça n'a jamais existé. Tout le monde est parfait. Dit. En fait, c'est comme si tu disais, il y a des bienfaits, tu vois, il y a eu des bienfaits, ça a avancé, ça fait avancer la science. Merci la colonisation, il y a eu des bienfaits, vous avez construit des écoles. Ce n'est pas ça que je dis. Elle parle de donner les deux côtés de l'histoire. Ne me fourvoie pas parce que... Qu'est-ce qu'ils veulent dire par cancel? Cancel, ils disent pas que ça n'existe pas, ils disent qu'on va pas l'ériger une statue pour lui faire honneur alors qu'il a fait tout ça et qu'il faut prendre ça en compte parce que quand on a érigé la statue de Léopold II, c'était le roi bâtisseur. Il faut mettre à la deuxième phase du truc que c'est l'idéologie en fait de base qui a fait un génocide. On va pas mettre une statue d'Hitler en Allemagne, mais l'histoire écrite par les vainqueurs. Parce que l'histoire... Il y a deux côtés de l'histoire. Si Hitler avait gagné la guerre, il y aurait des statues. Eh ben vous n'acceptez pas que la cancel culture, justement, c'est les catégories des opprimés, c'est les autres parties d'histoire qui sont décidées. Moi, je suis d'accord. Oui, toi, tu es d'accord. Moi, je suis... Bon, c'est bon. Moi, je pense qu'il faut... La cancel culture nie le principe de présomption d'innocence. Pour moi, je trouve que c'est un des trucs... J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc que j'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Tout ce qu'on reproche parfois aux gens, c'est pas forcément des crimes qui sont ou des délits qui sont punis par la loi. Non, c'est pas toujours. Non, non. Parfois quelqu'un dit quelque chose. Parfois. Mais c'est et le mot woke. Mais moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Pose ma mère. Le mot woke là. Qui décide de qui est woke ou pas? Ça veut dire quoi woke? Les Twitter, en fait, ils sont levés un jour. Ils ont dit qu'ils vont être réveillés. Plus que qui? Tu vas sur Twitter, tu dis un petit truc. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Ah, t'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit de parler de ci. En plus, t'es grosse, en plus, t'es moche. Eux-mêmes, qui se disent trop être dans la bonne morale pensante. Quand tu contradis leurs arguments, au lieu de t'attaquer sur tes arguments, on va attaquer ton physique, on va attaquer. En fait, ils vont se dire que comme t'es pas assez belle, t'as pas le droit de parler. En fait, mon frère, c'est sur Twitter. Twitter, c'est l'arme de guerre, c'est le Pygmalion de la cancel culture. Il y a beaucoup de gens, je suis désolée. Oui, mais c'est pas un fléau, c'est un concept anarchique et imparfait, mais utile quand même. Moi, j'étais chaude pour ça. Mais quand j'ai compris qu'en fait, leur seul moteur, pour beaucoup, c'était l'émotion. Quelqu'un... Oui, et c'est pas bien ce que tu dis. Par exemple, quand les personnes opprimées s'expriment, on qualifie ça de sensation, non, moi, je parle pour tout le monde. Sentimentalisme. Je parle pour tout le monde, la mère. C'est dangereux ton discours. Je parle pour tout. Tu es dangereux. Liberté d'expression. J'ai le droit. En fait, c'est ça. J'ai le droit de penser. J'ai le droit de penser. Moi, de penser exactement ce que j'ai envie de penser. Et je l'exprime. Là, c'est parce que tu n'es pas d'accord. Là, c'est parce qu'on ne partage pas la même idée que tu dis que ma part est dangereuse. Moi-même, si je trouve que ta part est dangereuse, je ne vais pas le dire juste parce que je ne suis pas d'accord. Et moi, c'est ce problème que j'ai avec la plupart des gens. En fait, on se sert de ça pour empêcher, pour moi, à certaines personnes, même limite, de parler. Ou bien, en fait, ça devient des attaques plus ou moins. En fait, il y a quelqu'un que tu détestes. Tu vas faire juste passer une rumeur ou quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que pour moi, dans la cancel culture, comme je dis, pas présomption d'innocence, pas vérification de preuves. Moi, j'ai été victime d'agression sexuelle, tu vois. À une époque, j'étais très émotive sur le sujet. Je n'avais pas besoin de vérifier que ce soit vrai ou pas. Dès que quelqu'un, une femme ou un homme ou quelqu'un qui disait seulement « Ah, j'ai été victime d'agression sexuelle », je prenais la mouche, je le soutenais et tout. Et quand je me suis aperçue en fait que malheureusement, il y a des gens qui ne disent pas forcément la vérité là-dessus, tu vois. Il y a forcément des gens qui disent pas « Tu vas accuser un homme », parce que maintenant c'est ça qui a été la mode pendant quelques temps. Quelqu'un, tu ne l'aimes pas, un gars te fait chier et tout, tu l'accuses d'agression sexuelle. Il n'y a pas de présomption d'innocence, on ne va même pas chercher à mettre la preuve de vérification, on va l'enchaîner, on va l'envoyer des messages, on va le pousser même limite au suicide. Pour qu'après, on découvre que, en fait, j'avais menti. Ah, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Mais entre-temps, le monsieur là, ou la dame là, tu l'as brisé sa vie en fait. Je suis d'accord avec vous deux par rapport au truc des émotions, parce que toi tu disais donner l'argument des émotions, c'est du coup décrédibiliser parce que tu dis elle parle sous l'émotion donc forcément c'est faux ou il y a trop de rage dedans. Mais c'est surtout comme tu dis les opprimés, tu vois, genre systématiquement on dit qu'ils se victimisent. Oui, non, ça je suis pas d'accord. On associe leurs revendications à quelque chose de subjectif, comme j'avais dit, comme s'ils ne pouvaient pas, comme s'ils peuvent pas intellectualiser ce qu'ils vivent. Par exemple, moi j'ai 23 ans, ça fait 23 ans que je vis du racisme.
je pourrais te dire que je l'ai vraiment intellectualisé. C'est pas des sentiments, c'est plus qu'un vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je trouve ça, pardon d'avoir dit dangereux, c'est pour ça que j'ai dit que c'était dangereux, tu vois. Parce que c'est des arguments justement qu'on utilise systématiquement pour justement décrédibiliser directement les personnes qui s'expriment, tu vois. Même avant les réseaux sociaux, tu avais les journaux. Et là aussi, on y est un peu la présomption d'innocence. Donc on va utiliser le conditionnel. On va dire non, mais en vérité, les couvertures sont telles qu'elles sont. Par exemple, attends, je peux finir? Non. Lorsqu'il y a un scandale qui éclate sur une personne, la présomption d'innocence, elle n'existe pas. C'est théorique, c'est totalement théorique parce que de toute manière, entre le moment où un scandale éclate et le moment où la justice va rendre un verdict, surtout quand c'est des personnes qui sont puissantes, il se peut passer beaucoup de temps ou il ne peut rien se passer du tout. Par exemple, pour le cas de DSK, c'était il y a en 2010 ou peut-être avant. Donc c'était avant tout ça. Quand tu vois comment ça s'est passé, franchement, s'il y avait eu les réseaux sociaux, les choses auraient été quand même bien différentes. Le gars a quand même été... voilà, on l'a attrapé, la femme avait toutes les preuves directement. Enfin, c'était vraiment le viol parfait dans la mesure où il y avait encore des preuves sur elle, il y avait des caméras. Enfin, tout était là pour que la personne soit condamnée. Comme il était puissant, il n'a pas été condamné. Quand une femme dénonce un homme, lorsque je vois les statistiques et que je vois le nombre de personnes qui sont violées et qui ne dénoncent pas, lorsque je vois le nombre de personnes qu'on va dénoncer et qui ne seront pas condamnées, lorsqu'une personne prend la peine de dénoncer, je vais toujours prendre son avis en considération. Je ne vais pas forcément lancer une cabale sur l'homme directement avec toute la violence possible et imaginable, mais je vais toujours prendre le temps d'écouter sa parole et de la considérer parce que je sais que statistiquement, tout ce qu'elle a dû passer pour pouvoir parler, tout ce qu'elle va traverser parce qu'elle aura parlé, tout le rejet qu'elle va se prendre parce qu'elle aura parlé, je ne peux pas juste balayer ça en me disant la présomption d'innocence parce qu'en vérité, la plupart des femmes qui sont agressées sexuellement ne parlent pas. Si elles parlent, elles se font salir, elles se font agresser, elles se font insulter, elles sont décrédibilisées. Il faut 10 femmes ou 100 femmes pour faire tomber un homme. Il faut le moindre défaut d'une femme, le moindre passé qu'elle pourrait avoir pour déjà décrédibiliser sa parole. Yes. Pour moi, rien qu'une question logique et statistique, la présomption d'innocence, quand une femme dénonce un prédateur sexuel et qu'il y a il y a souvent des précédents et des gens qui parlent après, je vais toujours prendre ça en compte. Est-ce que je vais aller insulter la personne? Non, mais je vais prendre ça en compte. Et je vais me dire, il y a rarement de la fumée sans feu. C'est pas la même chose quand un dominé va inciter à cancel un dominant et quand un dominant va inciter à cancel un dominé. Je m'explique. Par exemple, Booba, on l'a beaucoup de défauts, hein, pas de soucis. Hein. J'espère qu'il va pas me faire un truc sur les réseaux. Tu vas percer. Ouais, c'est vrai. Mais par exemple, Booba, genre, à chaque fois qu'il fait des trucs dans ses sons, etc., beaucoup de médias le reprochent d'avoir été homophobe, etc. Roméo Elvis, je sais que dans ses propos, il a par exemple été raciste, homophobe, il a été accusé très récemment d'agression sexuelle. Qui on est venu bombarder? Bien sûr, Angel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, en vérité, on va jamais s'attaquer vraiment aux dominants, donc on peut questionner qui va vraiment souffrir de la cancel culture. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que quand c'est Booba, il va être vraiment stigmatisé à l'infini, et quand c'est Roméo Elvis, non seulement on va pas l'attaquer, mais on va attaquer sa sœur, tu vois? La cancel culture peut dissuader certaines personnes de dire ou réaliser des actes moralement condamnables. Oui, je suis d'accord. Dire surtout, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le pensent pas. Okay, mais... Et quand il s'agit de voter, ils voteront pour quelqu'un qui donnera voix aux choses que les gens pensent tout bas. Alors que si ces choses-là étaient écoutées avant, et peut-être même justement changées, et il y avait une sensibilisation mise en place et une envie de dialoguer, peut-être que les gens changeraient. Moi, j'ai une grosse prise de conscience par rapport au féminisme, au sexisme et même au racisme. Et avant, je pense que j'ai beaucoup contribué au sexisme à l'école parce que quand tu as 12-13 ans, tu te rends pas compte que tu vis dans un environnement sexiste, qu'au final, en te moquant de la fille ou en disant « Ah, elle a envoyé des photos et ci et ça », au final, tu y contribues. Et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux et grâce aux condamnations en fait, sur les réseaux sociaux, ça, je suis d'accord qu'il faut pouvoir pointer du doigt, mais pas jusqu'à la censure. Je pense qu'il y a une bonne cancel culture et une mauvaise. Enfin, c'est un outil, donc comme tu dis, il faut savoir l'utiliser bien. Et c'est clair que je suis complètement d'accord avec toi que ça met en avant aussi, ça donne la parole à des gens qui en auraient pas. Par exemple, même là, il y a eu le truc de Sciences Sport, avec tout le scandale des violences sexistes et sexuelles
Sciences Po, qui est une école d'élite où normalement les gens disent bah là-bas ça se passe pas puisque ça arrive que au final aux gens pas éduqués, etc. Ça aurait pas eu cet écho-là s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Donc il faut pouvoir condamner et je suis d'accord que les femmes ont moins de voix et les personnes racisées ont moins de voix aussi. Pour moi, c'est pas parler en fait, tu vois. Parler, il n'y a pas de souci, mais c'est comment tu le dis, ce que tu vas dire. La loi, elle protège la liberté d'expression, mais elle condamne l'incitation à la haine raciale. Et c'est là où je pense qu'il faut périmétrer en fait la manière dont on dit les choses. Et je suis totalement OK avec les dérives, le cyberharcèlement, c'est des choses réelles, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui s'expriment très très bien et qui sont à même de vraiment développer, intellectualiser le propos et que ça peut s'inscrire dans un mouvement collectif où des gens sont vraiment d'accord pour dénoncer des choses de manière intelligente. Donc, par rapport au débat sur la cancel culture, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un outil quand même qui est important et qui va permettre de délier pas mal de langues. Mais je pense aussi qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a tout un espace où il faut aussi rester humble dans le sens où on n'a pas tous la même sensibilité et donc on va pas forcément cancel les mêmes choses avec la même violence. Que parfois il y a des choses pour lesquels on se bat comme le féminisme, mais qu'on écoute certains rappeurs qui sont très sexistes, donc il y a aussi une dissonance cognitive, un affect pour certains artistes, qui fait que on n'est pas toujours très logique dans qui on cancel et qui on cancel pas. Donc il faut garder en tête, quand on veut cancel quelqu'un, que on n'a pas forcément la science infuse, qu'on n'a pas forcément raison et qu'il faut vraiment garder cet outil pour des choses vraiment graves, pour des actes vraiment graves de préférence qui sont prouvés, qui sont On quand sait même que c'est une réalité qui a sociale, une continuité en justice et tout, et pas pour chaque parole par laquelle tu n'es pas d'accord pour lancer une cabale sur quelqu'un. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas intéressant. Le cyberharcèlement, c'est une vraie dérive de la cancel culture, mais c'est quelque chose qui est propre aux réseaux sociaux, donc cancel culture ou pas, il y a du cyberharcèlement. Voilà. Et donc c'est pas que pour ça qu'il faut condamner la cancel culture, que ça se limite pas à ça. Et aussi, il faut savoir recontextualiser les choses et ne pas oublier que ce soit des influenceurs ou des gens célèbres, ce sont des êtres humains avant tout en fait, et qu'on a le droit de changer d'avis, de se tromper et d'apprendre de nouveau et puis voilà.